Bonjour chers étudiants de Calou, un plaisir de vous retrouver sur cette dernière partie de notre module tellement passionnant d'approche transversale. Nous voici avec un thème, je dirais, essentiel. Essentiel vraiment dans l'essence même du mot, c'est-à-dire qui est l'essence, qui est devenu l'essence de l'aide humanitaire et qui doit le rester et qui doit être vraiment cette espèce de colonne vertébrale en ce qui concerne la façon dont nous pensons et dont nous développons l'aide humanitaire, c'est le renforcement des capacités, qu'elles soient des capacités, les capacités communautaires ou les capacités institutionnelles. Pourquoi c'est tellement important et ce qui peut paraître aujourd'hui une évidence ne l'était absolument pas et il y a 20 ans. Alors je vous parle toujours d'il y a 20 ans, il y a 20 ans, il y a 20 ans, effectivement parce que je vous partage mon histoire, mes expériences, mon vécu d'aide humanitaire et c'est vrai que j'ai commencé il y a 23 ans, mais aussi parce que si on regarde ces 20 dernières années, dans l'aide humanitaire ont été vraiment des années de changement, de professionnalisation, de transformation, de beaucoup de croissance. Et donc, effectivement, il y a 20 ans, il y a pas si loin que 20 ans, on avait tendance, on a encore un petit peu tendance, mais je pense que c'est presque disparu, à tout importer. C'est-à-dire que c'était vraiment un produit d'importation, l'aide humanitaire. On importait tous les ressources humaines, les ressources matérielles. Moi, je me souviens sur ma première mission, je suis partie avec... bon, effectivement, c'était un pays en guerre, qui sortait de la guerre, il n'y avait absolument rien. Donc, je suis arrivée avec mes ordinateurs, mes trucs, mes machins, etc. Donc, il y avait deux... Pour moi, j'ai l'impression, quand je regarde un petit peu avec le recul, j'ai l'impression qu'il y avait deux points qui justifiait ce produit importé qui était l'aide humanitaire et importé, consommé et puis qui repartait et voilà, qui laissait derrière, certes, les résultats de ce qui a été mis en place, mais pas beaucoup plus. Et voilà les deux points qui, selon moi, étaient sous-jacents à cette approche de l'aide humanitaire. Un, je pense une perspective que voilà, nous, les organisations, voilà, le personnel qu'on a, etc., on a cette capacité, qu'elle soit logistique, qu'elle soit en ressources humaines formées, etc., etc. Les pays dans lesquels nous intervenons sont des pays qui souffrent de pauvreté, de crise, etc., n'ont pas les capacités dans le pays. L'autre, dans cette perspective, il y a aussi, c'est de l'aide humanitaire d'urgence, il n'y a pas le temps, comme il n'y avait pas le temps de regarder combien de femmes il y avait dans une communauté, il n'y avait pas le temps de regarder quels étaient les différents groupes d'âge dans une communauté, il n'y avait pas le temps de regarder s'il y avait des personnes handicapées, quel type de handicap, et donc il n'y avait pas le temps. Voilà, cette espèce de croyances limitantes sur la réponse d'urgence. Et puis l'autre partie, c'était qu'effectivement, la majorité des pays, les crises étaient beaucoup moins cycliques ou récurrentes comme elles le sont de nos jours, malheureusement, et surtout avec le changement climatique, on voit que les crises se multiplient. Donc, et ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, et on va y venir, avec cette introduction et je dirais obligation de renforcer les capacités dans le pays qui nous a été donnée, les organisations internationales se sont retrouvées effectivement à renforcer ces capacités. Et donc il y a eu ce shift dans la façon de faire l'humanitaire et donc on a commencé à créer des capacités. Ce qui s'est passé aussi avec cette création de capacités, c'est qu'il y a eu aussi des capacités dans les pays dits du Sud qui se sont développées et ces mêmes personnes dans ces pays dits du Sud sont allées rejoindre les organisations internationales, travailler, coopérer dans d'autres pays, etc. Donc on a vu des dimensions, des échanges, des cross-learning, des échanges de ressources humaines, des mouvements de ressources humaines qui sont assez récents, avec tout aussi la globalisation a pris une dimension complètement différente. Donc, mais je vais vous dire d'où elle vient vraiment cette approche de renforcement des capacités. Moi, mon expérience, c'est que ce sont les bailleurs de fonds qui nous ont obligés à ça.
Et ben, bien heureusement, et ça c'est une initiative positive, très positive, qui a créé un grand changement. J'imagine qu'à l'origine, quelque chose de très pratique, c'est de dire, si moi j'importe, et puis voilà, j'ai une équipe que j'importe et puis que j'exporte, et il n'y a rien qui reste derrière, qu'est-ce qui se passe? Bon, si ce n'est l'impact de l'opération, mais s'il n'y a rien en termes de capacité, ce sont des coûts qui sont répétitifs, et moi même qui empirent, parce que si du coup moi j'interviens dans un pays, je ne laisse rien derrière, hein, si ce n'est de l'aide qui a été apportée, qui a résolu un problème, certes, mais je n'aide pas le pays à améliorer sa compréhension, sa vision, et surtout je n'intègre pas ça au développement. On est mal parti, parce qu'on est parti à refinancer les mêmes choses, et puis donc du coup avec le changement climatique, avec la multiplication des crises, on se retrouvait à financer non seulement la même chose, mais en plus à empirer les choses, parce que si entre deux crises j'ai des institutions, j'ai des communautés qui ne savent pas ce qui se passe, parce que qui attendent que quelqu'un d'extérieur vienne, et surtout que rien n'a été laissé en termes de connaissances, en termes de compréhension, en termes de mécanismes, d'outils, on va empirer les choses, on ne va pas se préparer, on ne va pas augmenter la gestion de nos risques, on va, voilà. Donc, et ça c'est venu très fort depuis les bailleurs, à mon avis, c'est de dire, il faut renforcer les capacités de ces pays. Je crois que c'est venu aussi d'une demande des pays de dire, écoutez, arrêtez de nous traiter comme ça. Il y a énormément de capacités, et ne serait-ce que le personnel local, national, avec qui ces organisations ont travaillé le temps de leur intervention, qui sont des gens formés, déjà qu'ils l'étaient, c'est pour ça qu'ils ont été recrutés. En plus, ils ont été formés au programme humanitaire, etc. Donc, quel dommage de ne pas construire là-dessus, et de ne pas vraiment les convertir en outils clés dans la gestion des crises dans le pays. Et voilà, je pense que c'est... Alors bien sûr, ces bailleurs de fonds, ils ont certainement été convaincus par un certain moment les agendas, des grandes réunions humanitaires et de développement. C'est aussi en lien avec ce besoin de créer le lien entre... d'avoir déjà des stratégies de sortie, thème absolument méconnu. Ah si, je me souviens qu'il y a 20 ans, on nous demandait déjà les stratégies de sortie, mais bon, c'était le... Voilà, comme c'était blablabla, bla, 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 on n'y pensait pas, c'était le truc qu'il fallait mettre. Et c'est devenu de plus en plus important quand on a justement commencé à comprendre qu'on faisait du mal si on partait sans stratégie de sortie. On n'avait pas l'impact qu'on pouvait avoir et laisser si on n'avait pas une stratégie de sortie. Ça, c'est quelque chose qui vient des bailleurs de fonds. Quelle est votre stratégie de sortie? Donc, du coup, elle nous obligeait de plus en plus, les organisations humanitaires, à penser à ça. On a dû vraiment intégrer cette dimension-là. Et qu'est-ce qui fait partie d'une stratégie de sortie? C'est renforcer les capacités. Aussi est venu, quand est apparu, bon, ça fait aussi un paquet d'années, mais pareil au début, oui, le lien entre l'humanitaire et le développement, alors c'était surtout la guerre, hein. C'était les gens du développement, l'idée que les gens de l'humanitaire étaient des espèces de guerriers sauvages qui arrivaient avec leurs grosses bottes, détruisaient tout sur leur passage et restaient que quelques semaines. Et puis les humanitaires avaient cette idée que les gens du développement, c'était des gros feignants qui pendant 5 ans s'occupaient de 10 bénéficiaires. Bon, je caricaturise, mais on n'était pas loin du tout. Je caricature. Caricaturise, ça vient de l'espagnol, je crois. Donc je caricature, mais c'était franchement ça. Moi, je travaille avec des organisations qui avaient 2 branches. Il fallait se faire des sessions de sensibilisation les uns aux autres. C'était du délire. Et donc, il y avait... et tout ça, ce sont les bailleurs de fonds qui nous ont obligés à travailler ensemble dans ces stratégies de sortie, à faire le lien entre les opérations humanitaires et les opérations de développement. Et ça nous a obligés à nous parler, à nous comprendre, aussi les humanitaires à comprendre que oui, si on arrive avec nos grosses bottes et on importe tout, on fait des ravages. Et qu'on avait plutôt à intégrer la crise et notre réponse à la crise dans une dynamique. On avait à prendre en compte
ce qui se passait au niveau du développement dans le pays pour véritablement avoir le meilleur impact possible. Et voilà, les objectifs de développement durable aussi, et surtout le dernier agenda là jusqu'à 2030 a vraiment fait que tout le monde, tous les acteurs s'approprient ces objectifs de développement durable. Maintenant, vous voyez, des propositions d'aide humanitaire, des réponses d'urgence aussi avec référence aux objectifs de développement durable. Vous n'auriez jamais vu ça il y a 20 ans. Donc, le mot développement, c'était interdit. Si vous aviez développement dans une proposition d'aide humanitaire, c'était fini, vous ne serez jamais financé. Donc voilà, et à partir du moment où on rentre dans ces dynamiques, où on casse ces dynamiques du Moyen-Âge, et ben voilà, on arrive à ce qui pour moi est fabuleux. Et je dirais plus, c'est pour ça que j'en parle de l'essence de l'aide en soi. C'est qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce que l'aide si on ne renforce pas les personnes, si on ne les fait pas reconnecter avec leur capacité, avec leur puissance, avec leur envie. Ça, c'est la dignité. Ça, c'est le plus beau cadeau. C'est de pouvoir partir d'un pays et avoir été un instrument plutôt qu'avoir été la vedette. Avoir été un instrument, d'avoir réussi à réunir les gens, les institutions autour d'un projet commun, autour d'outils communs, avoir réussi à les développer. Et surtout, moi je vais vous dire quelque chose qui me bouleverse à chaque fois, c'est le manque de confiance qu'ont ces personnes dans les communautés, dans les institutions, même au plus haut niveau de tous ces pays dits en voie de développement, ou ces pays qui souffrent crise après crise. Et quand on est capable de se mettre à leur service, de bosser dur, et que quand on est capable de leur démontrer qu'on est là pour eux, pour leur pays, pas pour sa propre gloire, et qu'on se met à leur service. Et c'est pas forcément facile, hein. Vous savez, arriver une femme blanche, aux yeux bleus, comme ça, très bubbly, etc. Machin, il faut aussi gagner cette confiance. Et encore une européenne, encore ceci, etc. Donc du coup, c'est pas, je dis pas que c'est etc. Mais ça doit être notre objectif. Et ça se fait très vite. Parce que si on est sincère dans son intention, ça se fait très vite. Les gens ont besoin de ça. Et le plus beau, c'est de pouvoir partir avec les gens avec qui vous avez travaillé, les yeux qui brillent de confiance en eux, qui ont retrouvé ce sens de « c'est possible et nous savons le faire ». Parce que cette sagesse, elle existe déjà. Les capacités, elles sont là. Souvent, moi, dans mon expérience, ce que je vois sur les dernières missions que j'ai faites, c'est amener un peu de structure et surtout amener beaucoup de foi en nous-mêmes, en la capacité. Et je me souviens j'étais aux îles Comores l'année dernière, donc 2019, et on était avec l'équipe, on sortait quelque chose un gros... on finalisait un beau résultat, etc. Et on devait le mettre en forme, sous forme de document. Et bon, on avait des limitations, on avait du mal, etc. On assistait. Et là, un des membres de l'équipe nous dit « Ouais, mais tu sais, Amélie, bon, nous, tu sais, aux Comores, on sait comme ça, on laisse comme ça. » Je dis « Non. Je n'accepterai jamais que vous diminuez vos standards. Vous êtes capable de faire, et je leur ai montré d'autres exemples de ce qu'ils avaient été capables de faire. Ça, c'est vous. Ça, c'est ce que vous êtes capable de faire. Et c'est ça que je vais vous demander de rendre à chaque fois. Ne jamais baisser vos standards pour que vous soyez orgueilleux, heureux, fiers de ce que vous avez accompli, que vous retrouviez, vous reconnectiez avec cette fierté dans le sens noble du terme, national, local, de ce sens de possibilité, parce que vous savez le faire. Donc ne me laissez pas moi le faire, me dire que ce sont mes standards, ce ne sont pas mes standards. Mes standards, c'est que vous ne baissiez jamais vos standards. Et qu'au contraire, vous les éleviez et que vous alliez encore plus haut que ce que vous avez déjà fait. Mais là, ça, ce qu'on est en train de faire, vous l'avez déjà fait et beaucoup mieux. Je ne veux pas accepter qu'on le fasse moi sur mon projet, avec mon équipe, hors de question. Parce que quand je pars
Ça, ce document, ce projet, ces résultats, ces mémoires, ces souvenirs, ce sont les vôtres. Ce ne sont pas les miennes. J'en fais partie et je suis honorée d'en faire partie, mais je veux qu'elles soient les vôtres. C'est ça qu'on veut. Et on veut les gens avec les épaules hautes, le sourire et les yeux qui brillent quand on part. De sentir qu'eux, ils peuvent. Et de leur avoir démontré qu'ils savent le faire. Et de leur avoir apporté des outils, d'autres horizons, des outils qui justement peut-être compensent certaines lacunes au niveau des habitudes de travail, au niveau de l'organisation, au niveau... Amenez ce que vous êtes. Apportez cette valeur ajoutée que chacun d'entre nous, nous avons. Et identifiez, voyez ce qui coince. Pourquoi est-ce que toutes ces ressources, ces capacités n'arrivent pas à se mettre... Et des fois, il faut une personne extérieure pour être cet élément un petit peu intégrateur et cet élément autour duquel les différents... Parce que ça donne une certaine aussi... du coup, on n'est pas... voilà, c'est un peu comme dans une famille. Des fois, il faut un peu comme un médiateur, quoi. Il faut quelqu'un un peu d'extérieur pour créer l'acceptation autour d'un projet commun et qu'il n'y ait pas les batailles intestines, etc. Soyez cet instrument-là. D'accord? Même si vous êtes du pays, etc., convertissez-vous dans cet instrument neutre presque, mais qui va mettre le feu à toutes les turbines, qui va sortir de chacun ce potentiel fabuleux. Et quand je dis chacun, c'est chaque individu, dans les communautés, dans les équipes, dans les organisations pour lesquelles vous travaillez, et aussi dans les institutions. Au plus haut niveau, il n'y a pas de niveau là. C'est le même réflexe avec chacun. Il faut... nourrissez-vous de cette intention, de cet objectif de faire briller les autres. Moi, c'est ce que je dis toujours... on a à l'intérieur, chacun d'entre nous, et d'ailleurs, c'est ce que j'ai appris dans tous les pays en crise où j'ai rencontré tous ces gens qui avaient tout perdu, qui n'avaient jamais rien eu, et qui brillaient tellement. On a tous en nous, c'est ce que j'appelle ce diamant intérieur. Et révélons, ouvrons le coffre de tous ces gens, de toutes ces institutions. C'est le plus beau, la plus belle empreinte qu'on peut laisser dans les pays dans lesquels nous travaillons, dans les organisations dans lesquelles nous travaillons, dans les communautés dans lesquelles nous travaillons. Chers étudiants de Callao, c'est un vrai bonheur d'être avec vous sur ce module d'approche transversale qui est le forum tellement enthousiaste, pertinent, plein de passion, d'enthousiasme. Ne perdez jamais ça et j'espère avoir l'occasion de vous retrouver quelque part dans ce monde humanitaire et dans ce cheminement pour donner au monde une brillance particulière et surtout un espace où chacun apporte à son pays, au monde, ce qu'il a de meilleur. Merci.